L'année dernière sortait un animé qui m'a particulièrement marqué, Oshinoko. La saison 2 nous était teasée dans la fin du dernier épisode de la première saison, et la saison suivante nous étant aussi annoncée dans la foulée sur Twitter. Autant dire que j'attendais cette saison avec impatience, me lamentant déjà de devoir patienter pour la suite. Quand j'écris ces lignes, la saison est bientôt terminée, comportant 2 arcs, l'arc Tokyo Blade et l'arc privé. Je vous propose ainsi une review sur cette saison 2, séparée en 2 parties, une première partie sur l'arc Tokyo Blade et une seconde partie dédiée à l'arc privé qui vient tout juste de commencer durant l'écriture du script. Petit disclaimer, la vidéo spoilera évidemment tout l'arc Tokyo Blade. Commençons avec ce que nous voyons dès le début de chaque épisode, l'opening. Habituellement, je ne m'attarde pas sur les openings d'animés, mais Oshinoko est l'un des rares animés où je ne skippe pas l'opening, donc je voulais tout de même dire un petit mot dessus. Il est franchement excellent. Évidemment, les comparaisons avec Idol, le premier opening, sont directement apparues lorsque nous avons pu voir Fatal, l'opening de la saison 2. Personnellement, je n'ai aucune préférence, je trouve les deux excellents, et ils sont dans des registres trop différents pour que je puisse les comparer. Cependant, j'apprécie vraiment la réutilisation d'éléments de Idol dans Fatal. Ça nous inscrit dans une réalité, au-delà même de l'animé, un peu comme si les openings racontaient une histoire parallèle à l'animé, ou alors une sorte d'histoire méta, illustrant la psyché des personnages principaux de façon assez épique, en lien avec le thème de Tokyo Blade. En parlant de Tokyo Blade, il est bon de faire une piqûre de rappel sur le synopsis de cet arc, ainsi que son scénario. Après l'arc de la télé-réalité de la saison 1, Aqua s'est rapproché d'Akane, le duo faisant même croire qu'ils sortent ensemble. Aqua a appris que Ai était une ancienne membre de la troupe Lalai, la troupe d'Akane, et que son père ne pouvait être qu'un membre de cette même troupe. Ainsi, il décide donc de participer à la pièce adaptée du manga Tokyo Blade, espérant trouver des informations sur son père afin d'assouvir sa quête de vengeance, étant donné que la pièce compte de nombreux membres de Lalai dans ses acteurs. Kana, qui est en rivalité avec Akane, sera elle aussi de la partie. Ainsi, nous suivrons les protagonistes et les nouveaux personnages dans leurs répétitions et représentations qui s'annoncent être tumultueuses. Que ce soit d'un côté certains acteurs qui n'arrivent pas à trouver leur personnage, ou de l'autre, les chargés de mise en scène qui ne sont pas d'accord sur la direction artistique que doit prendre la pièce. Le conflit de la mise en scène est représenté via Goa, le metteur en scène de l'adaptation, et Abiko, la mangaka de Tokyo Blade. Avant d'aller plus loin, j'aimerais vous parler de Tokyo Blade, histoire de montrer là où nous allons. C'est un manga fictif de l'univers d'Oshinoko. On pourrait le qualifier de shonen. C'est un manga très populaire, dont l'histoire tourne autour d'épées magiques ainsi que d'une guerre entre 2 factions. La bande de Shinjuku, les héros, là où se trouve le personnage de Kana, et la bande de Shibuya, là où se trouvent les personnages et antagonistes de Akane et Aqua. Comme dit précédemment, l'une des problématiques de cet arc à son commencement était le souci d'adaptation. Goa avait pris la décision de tronquer de nombreux éléments du manga afin de coller au format du théâtre. Mais sa pièce n'adaptant qu'une portion de son manga et retirant donc plusieurs éléments, suite à l'adaptation, Abiko s'est senti insulté, ses personnages se retrouvant totalement modifiés, notamment Saya Hime, le personnage joué par Akane. Cette dernière n'arrivait donc pas à trouver une façon de développer son personnage pour le rendre intéressant sur scène. Abiko, ayant en quelque sorte les pleins pouvoirs sur son adaptation, décida de reprendre les rênes, demandant même à virer Goa du projet. Cependant, Abiko n'ayant aucune idée de la difficulté d'adapter un manga en pièce de théâtre, sa réécriture fonçait droit dans le mur. Ce n'est qu'après avoir été raisonné par son ancienne mentor, Yoriko, que la mangaka décida de revenir sur sa décision, acceptant de collaborer avec Goa pour arriver à un résultat satisfaisant pour tout le monde, bien que certains acteurs ont encore du mal à jouer leur personnage. Nous allons donc parler du développement des personnages au cours de cet arc. J'en ai parlé plus tôt, le trio Aqua Kana Akane est au cœur de cet arc. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils sont les seuls à être sur le devant de la scène. Au contraire, c'est une grande qualité du duo qui s'occupe du manga original, Aka Akasa à l'écriture et Mengo Yokoyari au dessin. Je trouve qu'ils s'attardent vraiment sur les personnages secondaires. C'était déjà une qualité sur leur précédent manga, Kaguya-sama Love is War, et cette qualité est toujours présente sur Oshinoko. Bien évidemment, certains personnages secondaires sont vraiment assez inutiles, mais d'autres sont parfois sous le feu des projecteurs au lieu des protagonistes. À commencer par Abiko et son mentor Yoriko, que j'ai déjà mentionné plus tôt. Toutes les deux sont au cœur des épisodes 2 et 3, où nous voyons leur relation assez noueuse se débloquer, après qu'elles se soient dit ce qu'elles avaient sur le cœur. A mes yeux, ces personnages sont là pour nous offrir une réflexion méta sur la façon dont vivent les mangaka aujourd'hui. Un rythme de vie effréné, devenant insoutenable lorsque les mangas deviennent populaires. Des œuvres qui doivent s'étendre dans le temps, afin de faire du profit sur demande de l'éditeur. Mais ces deux personnages ne sont pas les seuls à avoir leur heure de gloire.
Il y a aussi notamment Melt, présenté dans la saison 1 comme un très mauvais acteur. Ici, il continue d'être mauvais. Il nous est montré comme un personnage comique, simplement le nul. Que ce soit dans le fait que Kana le déteste et l'ignore à cause de leur précédente collaboration dans la série Une vie plus douce de la saison 1, ou simplement les réflexions qu'il se prend des autres personnages en général. Mais cet a priori est complètement balayé dans cette sublime scène de l'épisode 6. Pour un peu de remise en contexte, dans l'histoire de Tokyo Blade, c'est un combat important entre le personnage de Melt et celui de Kamoshida, un autre acteur. On apprend plutôt dans l'épisode que Melt a toujours eu la vie assez facile dans le monde du showbiz grâce à son physique assez avantageux. Cependant, son talent d'acteur n'était pas au rendez-vous. Et depuis la saison 1, il éprouve des remords. Il ne veut pas gâcher une seconde œuvre. Il s'identifie complètement à son personnage. Tous les deux ont dû faire face à un adversaire qui les ont sous-estimés et qui les battent, les humiliant par la même occasion. Melt décide alors que la minute qui suivra sera sa minute, celle qui mettra en valeur son jeu d'acteur, même si son adversaire est un acteur depuis bien plus longtemps que lui. Se lance alors une séquence que j'ai trouvée juste géniale. La direction artistique change du tout au tout. On a d'abord le gros zoom sur l'œil de Melt qui semble s'enflammer. La peinture rouge qui semble sortir de son œil me fait beaucoup penser à une scène similaire, à la fin de l'épisode 1 de la saison 1. Aqua a un effet similaire lorsqu'il jure de tuer son père. Je surinterprète peut-être, mais à mes yeux, lorsqu'une telle séquence se déroule dans l'anime, ce doit être pour montrer le désir profond de la personne. La couleur indiquerait la nature de ce désir. Pour Aqua, c'était la couleur noire qui était présente, car ce dernier est motivé par la haine et la vengeance. Pour Melt, la couleur qui domine est le rouge. C'est la couleur de ses yeux, mais je pense aussi que le rouge peut représenter l'ardeur de sa volonté, sa passion, son désir de changer, mélangé au bleu qui pourrait représenter la tristesse. Après ça, on a divers moments de la vie de Melt qui défilent, montrant sa vie facile, qui sera représentée dans la séquence suivante. La direction artistique change à nouveau, les couleurs sont très vives et le trait prend un côté plus enfantin. Une représentation de la vie simple de Melt qui n'a jamais vraiment eu de problème. On le voit signer un autographe en étant habillé d'un costard-cravate, être admiré par les personnages en arrière-plan avant de chuter, montrant qu'il est prêt à évoluer, à changer. Une étoile se matérialise devant lui, il est transparent à ce moment-là, comme une page vierge où tout est encore à écrire. L'étoile s'envole, il tente alors de l'attraper avant de finir par être représenté nu. Du sang coule de sa main, pouvant montrer la douleur qu'il a éprouvée. Cette nudité représente une sorte de renaissance pour moi, et au Japon c'est un symbole de pureté, les deux concordent. Son corps s'enflamme avant de prendre l'apparence de son personnage de Tokyo Blade, le phénix rené de ses cendres. Et même si dans Tokyo Blade, Melt finit par perdre, il a gagné d'un point de vue de développement personnel. Bon. On a dédié une grosse partie aux personnages secondaires. Maintenant, on doit parler à propos des personnages principaux de cet arc mentionnés plus tôt. Le trio Aqua, Kana, Akane. Tout d'abord, Kana et Akane, dont le développement est lié. On apprend que ce qui a motivé Akane à se lancer dans l'acting lorsqu'elle était enfant, c'est Kana. Mais suite à une rencontre et certains mots prononcés par Kana, elles finissent par se détester. J'aimerais revenir sur ce que Kana a dit à propos du casting truqué. On pourrait penser qu'elle est égoïste, mais la mise en scène nous montre clairement que ce genre de manigances la font souffrir. On se fiche de l'interprétation. Ce n'est pas ce qu'elle pense, c'est ce que les entreprises de showbiz pensent. Tout ce qu'ils veulent, c'est un acteur qui fasse vendre, pas un acteur qui sache jouer, et on sent le dégoût que Kana ressent vis-à-vis de ce genre de pratique à son jeune âge. Quant au fait que Kana déteste les filles qui la copient, je pense qu'il y a du vrai là-dedans, que cela l'énerve, mais j'y vois aussi une espèce de conseil pour Akane, montré de façon assez violente, certes. Mais Kana lui dit tout simplement d'être elle-même, de se démarquer dans ce milieu impitoyable. Malgré cette rivalité et les chamailleries, ces deux-là sont prêtes à s'entraider. On le voit durant la première de Tokyo Blade. Kana se met volontairement moins en avant pour faire briller Akane, chose que cette dernière refuse, car ce n'est pas la Kana Arima qu'elle admire. Ainsi, Akane fait en sorte à son tour que Kana puisse avoir son heure de gloire, soutenu par Aqua. C'est très bien représenté dans la scène où Kana court vers Ruby et Memcho, où elle dit vouloir faire briller les autres sur scène, avant un retour brutal face à Akane. Enfin, Aqua. C'est un personnage avec lequel j'avais du mal dans la saison 1, mais cet arc m'a réconcilié avec lui. On le voit être hanté par son passé. Pas seulement par son impuissance face à la mort de Ai, mais aussi par son ancienne vie. Le fantôme de Goro, représenté par un espèce de brouillon noir. Je trouve ça intéressant. On a une espèce de dualité qui se dessine dans l'esprit d'Aqua. D'un côté Goro, avide de vengeance, et de l'autre Aqua, le jeune homme qui veut vivre simplement, aller de l'avant. Cette hantise refait notamment surface à cause de Kana, qui lui dit d'imaginer la mort de sa mère pour pouvoir bien jouer la tristesse. Sans le savoir, la jeune fille venait de déclencher une bombe dans l'esprit d'Aqua.
ce dernier repensant à la mort de Ai et son impuissance ce jour-là. On voit aussi son isolement. Il ne s'intègre pas vraiment au reste du groupe pendant les répétitions, montrant qu'il n'est pas là pour la joie du théâtre, mais simplement pour sa vengeance. Et évidemment, lui aussi a droit à son heure de gloire, face à la mort du personnage d'Akane lui rappelant celle d'Ai. On comprend que Aqua semble destiné à jouer dans la souffrance. On voit un plan d'Ai morte face à Aqua, avant de se faire envelopper dans une espèce de brume noire, rappelant la peinture noire émanant de l'œil d'Aqua quand ce dernier jura de se venger. Donc, si on lit avec ce que j'ai dit plus tôt, la haine d'Aqua, sa douleur, toute cette souffrance, il la transmet à son personnage pour le faire combattre. Le piano s'intensifie, comme pour montrer la colère et la douleur d'Aqua qui montent crescendo. Il considère les autres acteurs comme des marches pour atteindre le sommet. Et c'est là que ma vision du personnage a changé. Il ne faut pas le voir comme le protagoniste, mais plutôt comme un antagoniste, ou un anti-héros. Car son objectif et la façon d'y arriver n'ont rien de louable. Pendant cette séquence, de nombreux flashs d'Ai défilent à l'écran, tandis qu'Aqua répète le nom de cette dernière dans sa tête. Il est obsédé par elle. Finalement, il ne vaut pas mieux que le fan qui a assassiné Ai dans le passé. Et ce moment atteint son paroxysme lorsqu'Aqua finit par mordre son adversaire à l'épaule. Maintenant, il n'est plus qu'une bête assoiffée de sang. Ce moment m'a choqué, je l'avoue. Je n'ai pas prêt à ça venant d'un personnage habituellement calculateur et calme. Mais la haine incarnée par Goro lui rappelle qu'il ne pourra jamais être tranquille. Que ce soit Akane, Kana ou n'importe qui d'autre, elles ne lui apporteront jamais le réconfort nécessaire. Et on a aussi et surtout le déni d'Aqua, il le dit lui-même, il se vautrait dans ce rêve où Ai était encore en vie. Et voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur cet arc Tokyo Blade. Je sais qu'il y a d'autres points intéressants à traiter, mais je ne voyais pas spécialement l'intérêt d'en parler. Par exemple l'animation, elle était excellente, mais n'ayant pas forcément les connaissances très développées sur ce milieu, j'avais peur de mal en parler. Il y a aussi le lien entre Ai et Akane, que je préfère aborder dans l'arc privé, au cas où si cela est développé. Mais dans le pire des cas, j'en parlerai tout de même dans cette deuxième partie. En somme, c'est un arc que j'ai adoré. J'ai vu beaucoup de monde ayant déjà lu le manga qui m'en parlait avant que la saison 2 ne sorte, et franchement, je n'ai pas été hype pour rien. Oh, moi c'est Night. J'espère que cette vidéo vous a plu. Bon, là on est un peu dans une partie un peu moins écrite parce que j'ai clairement la flemme. Donc sur cette chaîne, vous allez surtout trouver des reviews, que ce soit sur des films, des jeux vidéo ou des animés. J'aimerais aussi parler de l'actualité de certains sujets qui m'intéressent, par exemple la Switch 2 qui devrait bientôt arriver. Ça sera des vidéos bien plus courtes et moins écrites, mais je parlerai que d'annonces officielles et non pas de leaks, ainsi que de sujets qui m'intéressent pour être sûr de bien maîtriser les sujets. À part ça, j'aimerais bien aussi pouvoir faire des gameplays à l'avenir quand j'aurai une carte pour record. Mais je garantis rien et je vais faire mon mieux. J'aimerais faire au minimum une vidéo par mois. Au minimum, hein, parce que j'ai déjà plusieurs idées de séries qui pourraient être intéressantes à traiter. Donc à voir. Aussi, si vous avez des critiques, évidemment, je suis preneur. Des critiques constructives, évidemment. Il y a certaines critiques, bon, je m'y attends déjà, comme la qualité du son, qui est pas forcément excellente. 2-3 petits cafouillages que j'ai clairement la flemme de changer au montage, je l'avoue. Tout simplement parce que ça me dérègle tout et j'ai la flemme, j'ai la giga flemme de tout recommencer. Voilà, je l'ai dit, voilà. Bah, à part ça, si la vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner, activer la petite cloche et liker. Je fais déjà mon vrai youtubeur finalement, voilà, c'est la technique marketing. Donc à la prochaine, bye.